Remercie d'avoir accepté d'être ici au centre de Port-Louis. Quel est le regard de celui qui sort de l'étranger, qui vient à Maurice? L'historique de l'île Maurice, c'est une histoire très particulière. On est une jeune nation de 300 ans, 3 siècles. On parle de multiculturalité avec le prix Nobel mauricien actuellement, mais ils sont déphasés. Ça fait 300 ans qu'on invente une ingénierie de l'interculturel. Et on oublie très souvent la visite des Arabes au XIe, XIIe siècle et la cartographie islamique dans le Moyen-Orient et l'océan Indien. Donc c'était l'île Maurice, c'est quand même un brassage des différents courants, ici et ailleurs. Et c'était des gens qui avaient une énergie particulière. C'était des aventuriers, mais des aventuriers mystiques, poétiques. C'était des gens certainement pas superficiels, et c'était des avant-gardistes à l'époque. Que ce soit les Arabes du XIe, XIIe, avec l'astronomie et la cartographie, et que ce soit les Portugais, qui sont les grands navigateurs, que ce soit les Espagnols et plus tard les Hollandais. C'était un registre particulier, dans ce sens que c'était déjà des humanistes avec une vision globale. Donc, quand on discute dans la géopolitique contemporaine l'économie globale, l'économie mondialisée, tout simplement la retourne, et ça fait 720 degrés, 500 ans plus tard, c'est tout. On n'a rien réinventé. On recommence à flirter avec l'idée que la connaissance, elle est systémique, elle est holistique, qu'on est médecin, poète, philosophe, mathématicien, grand écrivain, grand philosophe, all in one. C'était le cas à l'apogée des grands mystiques du 9e, 10e en Espagne, 11e, 2e au Moyen-Orient, en Perse particulièrement avec les Zoroastriens. Et moi je considère que personnellement, Sadek, je suis comblé que je vis dans une passerelle entre le XXe et le XXIe siècle. Dans ce sens que j'ai l'impression de revivre la passerelle des Arabes en Espagne entre the Dark Ages of Europe et l'âge de lumière qui n'était pas en Europe au XVIIIe mais qui était au Moyen-Orient au 8e. L'Europe est 10 siècles en retard et donc la passerelle a été l'Espagne. Et j'ai comme l'impression que je revis cette passerelle idéologique, spirituelle et artistique au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a une fracture idéologique. De formation, je suis mathématicien économiste et ingénieur financier, entre autres, et un spécialiste de l'énergie. Donc quand je regarde mes 3 domaines de prédilection, je retrace les grands penseurs et les grands mathématiciens et les grands académiciens de la fin du Xe siècle. Et on traverse la même épopée idéologique, académique, de chercheurs. C'était des chercheurs, c'était des aventuriers chercheurs. Mais ils étaient ancrés, non pas dans un dogmatisme ecclésiastique, ils étaient ancrés dans un esprit complètement libre, et ils se remettaient en question en tant qu'être, en tant qu'âme, et en tant qu'esprit libre, et en tant que méthodologie et d'hypothèse de l'époque. Donc, on revisite maintenant, on était devenu dogmatique à mon sens, et à mes yeux, à partir de l'âge de la Renaissance, on est redevenu dogmatique, et là, il me semble que le cycle humain refait son mea culpa, et finalement, je crois que finalement, l'insoutenable légèreté de l'être de Kafka retrouve ses lettres de noblesse dans l'âme des systèmes qui sont complètement caduques, des idéologies qui sont complètement irrelevant, comme on dit, et dans des systèmes politiques, idéologiques, économiques et culturels qui sont complètement déphasés. Et il y a une remise en question
dans tous les sens, dans tous les registres, au niveau ecclésiastique, au niveau spirituel, au niveau politique, au niveau idéologique, au niveau de la pensée fondamentale, et au niveau, et j'ai une riche carrière de chercheur, au niveau de la méthodologie de la pensée scientifique et de la méthodologie littéraire. On parlait récemment dans le lancement la semaine dernière de ma très chère amie, Dr Catherine Boudet, de repenser l'écriture, de repenser le sens de l'écriture et de repenser le sens de la parole et le sens qu'on donne aux idées, et de repenser les jalons où on place les idées, les socles sur lesquels on place les idées. Et dans ce sens, je suis très en tant que mauricien, en tant que voyageur, en tant qu'homme libre, en tant que j'adore Albert Camus qui disait « Je me révolte, donc nous sommes ». Donc le « nous », que je confonds souvent avec « nu », est très révélateur dans ce sens que on est redevenu sur un registre collégial. La nudité implique une remise en question et les complexes qui sont complètement déchus, et le nous aussi implique un sens moral du devoir et de l'implication dans un groupe, et dans un groupe universel, dans la grande famille humaine, et dans ce qui place dans une très mauvaise posture le registre clanique des religions, le registre tribal des idéologies politiques, et la redéfinition du terme culture, qui était occidental. Il me semble que la roue tourne et on retourne vers l'orientalisme. Un orientalisme pur, dans ce sens que les idées voyagent, les pensées voyagent, et les gens voyagent, et donc ils sont dans cet sens universel. De par leur posture, ils sont universels. Donc moi, je suis excité. Je n'expérience pas une frustration, mais j'expérience une exaltation. Voilà. Parce que je considère qu'on est dans une croisée d'énergie, pas de chemin. Et là, je parle en tant que spécialiste dans le domaine, dans une croisée de l'énergie. Énergie cosmique, énergie existentielle, énergie de la recherche de soi, de la recherche d'autrui, de la recherche du mécanisme de se reconstruire, de l'ingénierie, de la construction, de l'architecture d'une société nouvelle, de l'architecture de la construction d'une idéologie nouvelle. Et donc, qui dit nouveauté, dit essentiellement briser les œufs pour faire des omelettes. Et donc, c'est dans ce registre que je m'inscris, dans cette fracture où on reconstruit, dans cette fracture où on se réinvente, et dans cette fracture où on se redécouvre finalement. Et dans ce sens, les gens qui sont figés sont complètement hors du temps. Et là, il y a une question de rythme, il y a une question d'être dans le flow. Et là, je crois qu'il va y avoir des tâtonnements, que ce soit dans le système économique, financier, comme on l'a déjà vu. C'est un tâtonnement systémique qui est complètement redéfini le vide dans la pensée économique, le vide dans la pensée sociale et humaniste. Et on va avoir aussi d'autres vides. Actuellement, on vit une désillusion au niveau de la politique, au niveau de la bonne gouvernance, au niveau du leadership politique, du leadership intellectuel, du leadership moral, du leadership culturel. Et là, où je suis peut-être controversé, je remets en question les grands socles de la pensée entre guillemets, donc les loges, les tribus, les grandes écoles de pensée, et essentiellement ceux qui croient penser pour autrui, ceux qui croient définir la vie pour autrui, ceux qui croient réinventer l'existence pour autrui. Et donc, et je l'ai déjà écrit, même la franc-maçonnerie doit se réinventer, même les religieux doivent se réinventer, même ceux qui inventent l'avenir doivent se réinventer, parce que l'avenir n'est plus figé. L'avenir rentre dans une dynamique qui est complètement sans frontières,
qui est complètement sans repère et sans référence aucune, scientifique, quantitatif ou qualitatif. Tu as parlé d'une certaine vivacité au départ, tu es remonté au Moyen-Âge. Ensuite, tu as parlé d'une sorte de fracture et d'une réinvention. Est-ce qu'on est de l'ordre de l'économie, de la culture, de la pensée, ou sur tous ces ordres-là à la fois? Tu sais, il y a des cycles au niveau mondial. Il y a un éminent économiste, je ne sais pas si c'est eu le prix Nobel ou pas, je ne pense pas, Kondratiev, qui a établi mathématiquement que tu as un cycle techniquement économique, mais ça peut être extrapolé vers autre chose, de 75 ans. Ceci étant dit, quand tu rentres dans le monde digital, le monde globalisé, le monde en temps réel, et le concept de temps réel est excessivement important. Elle donne lieu à une frustration ingérable, dans ce sens que l'information devient spontanée, mais la bêtise devient spontanée aussi. Et la bêtise devient populaire et spontanée, donc la bêtise devient vérité aussi. Et la bêtise devient spontanée est extrêmement fatale au niveau de la pensée fondamentale. Parce que ça donne lieu à une fracture qui donne lieu à une fatalité. Je m'explique, dans ce sens où la pensée fondamentale requiert du temps, de l'énergie et une profondeur au niveau de l'effort. L'effort soutenu pour, à la fin du compte, se dire « Ah ben non, on a fait fausse route », mais dans le mécanisme et dans la méthodologie, ça implique qu'il y a un plus-value qui est tributaire d'autre chose. Mais il faut laisser le temps au temps, et moi je crois qu'on vit au XXIe siècle un pot pourri des grands courants de tous les temps. Je crois que le XXe siècle va être, j'espère que j'aurai encore un quart de siècle de vie. Je suis très excité, par l'idée que dans 25 ans, je vais vivre 250 ans d'histoire. Je suis sûr, parce qu'il y aura un melting pot, il y aura un pot pourri, il y aura un brassage d'énergie qui a pris des siècles et des siècles, qui a transcendé les religions, les grands prophètes, les grands scientifiques, les grandes civilisations. Et je crois que avec l'information en temps réel, avec les chercheurs qui ont l'option d'avoir leurs idées comment dirais-je, être cross-fertilized en temps réel, je crois qu'on aura un brassage de différents niveaux d'expertise, et on a des expertises de l'Antiquité, de la futurologie, en temps réel, la physique quantique, on revisite la philosophie des Grecs, des druides, des soufis, des aztèques, et je crois qu'on aura en temps réel, surtout sur le web, pour celui qui saura être attentif, pour celui qui saura être patient, qui saura être humble pour questionner même sa connaissance et sa réalité subjective, je crois qu'il y aura à ce moment dans l'avenir une objectivité réelle. Je fais la juxtaposition entre réalité subjective et l'objectivité réelle. C'est-à-dire que je pense que les jeunes maintenant traversent une phase de désillusion, mais je crois, comme je le dis toujours, in void there's opportunity. Quand je peins, j'adore avoir un canevas qui est complètement vierge, parce que là, on s'éclate. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de préambule, il n'y a pas de taches noires ou sombres, légers ou moins légers, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de luminosité, il n'y a que de l'énergie. Et il n'y a que de l'inspiration vierge et naïve. Et je pense que c'est là où je pense qu'on va, la jeunesse va vers une objectivité réaliste, parce que les jeunes, la jeunesse, cherche, et là je ne confonds pas la jeunesse de l'âge, je ne m'inscris pas dans ce registre, je parle de la jeunesse de l'esprit. Donc l'esprit qui se remet en question, se réinvente. Donc qui dit réinvention dit renaissance, et quand je parle de la renaissance, je ne parle pas de la renaissance ponctuelle du 15e et 16e siècle, je parle de la renaissance comme une réincarnation. Et là,
je comprends mieux l'hindouisme et je comprends mieux la résurrection de Jésus et je comprends mieux comment tout ce truc se rassemble pour certifier une seule chose que le Coran appelle l'unicité du divin. Donc la réunification, la résurrection, la réincarnation et l'unicité pour moi, c'est part and parcel of the same concept. Donc la vérité is one. Et là, je médite et je fais des recherches sur le regard vers l'unicité. J'adore par exemple, dans le sud de Maurice où je vis, voir des houles de 4 ou 5 mètres. Il faut préciser que tu habites Grigri, c'est ça? J'habite Grigri, je suis un poète vagabond quelquefois, mais je suis un mathématicien incurable, je suis un ingénieur d'énergie incurable. Donc je m'efforce d'honorer les gens que j'admire, comme Ibn Arabi, comme Avicenne Averroès et comme Maïmoun, le grand penseur, le grand scientifique et philosophe juif. Et à travers de leurs écrits et de leurs pensées, je m'efforce d'être en leur compagnie et je m'efforce d'être grondé par leurs pensées, par leur manière d'être. Et finalement, le résultat de leur pensée, c'est une remodélisation de sa manière d'être. Parce qu'il y a savoir-faire, savoir-vivre, et ce que je veux réinventer à l'île Maurice surtout, c'est le savoir-être. Et le savoir-être est quelque chose qui est holistique. Le savoir-être n'est pas fragmenté, le savoir-être n'a pas de préjugés, le savoir-être n'a pas de temps passé, présent ou futur. Le savoir-être est universel, elle est complète. Elle est complète dans son unicité, et l'unicité pour moi, ça implique aussi l'harmonie, ça implique aussi l'harmonisation des vecteurs ou des énergies qui semblent être divergentes, mais qui ne l'est pas. C'est l'élévation de soi vers autrui et d'autrui vers soi-même, qu'on ramène vers soi-même pour se parfumer avec les parfums d'autrui, qu'on retrouve une unicité. Et c'est pourquoi je comprends mieux maintenant quand le Coran me dit « Tu rencontreras certaines énergies qui te parleront avec ma bouche, qui te regardera avec mon regard, qui te coûtera avec mon ouïe. » Et c'est comme cela que j'interprète ceci, et c'est comme cela aussi que je revisite et je recontemple et que je réabsorbe complètement avec une âme nouvelle le Saint-Coran. Je sens une thématique récurrente dans ta pensée, c'est celle de l'énergie. Oui. Hein, l'énergie que tu conjugues sur tous les plans, hein, tant sur le plan économique, hein, sur le plan culturel, sur le plan spirituel, sur le plan poétique. Et il me vient à l'idée que tu habites Grigri, là où il y a des grosses vagues, hein, des vagues avec de grosses énergies. Et je me demande si c'est pas déjà là une attirance inconsciente du Grigri qui s'est opérée en toi. Mais il y a toujours cette approche, cette tentative de dresser les cadres d'une compréhension par cette thématique de l'énergie. Si cette question fait sens, quelle serait la notion de l'énergie pour toi? Tu sais, j'ai changé de commentaires. Je disais à mes amis, toujours, parce que je suis l'enfant de Balfour, de Bobassa, j'ai toujours dit à mes amis que actuellement je vis dans le sud. Je vis à Suliac et maintenant récemment à Grigri, face à la mer. Je suis à peine à 100 mètres des houles. Et puis, après la Noël et le Nouvel An, je me suis revisé. Et soudainement, je crois que j'étais allongé sur le sable et je contemplais la voûte céleste par une nuit où je crois qu'il y avait la nouvelle lune. À Suliac, et tu sais, il y a des nouvelles lunes sublimes à Suliac. Il me semble que tout est plus puissant, tout est plus intense, tout est plus révélateur. Je ne suis pas surpris que la nouvelle lune t'attire, vu ta démarche par rapport à la réinvention, au renouveau, une nouvelle ère, un nouveau départ. Et là, j'ai changé complètement de réponse. Je dis à mes amis maintenant, tu sais,
J'étais absolument aveugle et sourd et muet. Je n'ai pas réalisé que j'ai rien choisi finalement. C'est la côte sud sauvage qui m'a choisi. Je l'ai réalisé très récemment. C'est le lieu qui te choisit, qui t'accepte et qui te chérit en son sein. Et qui te porte dans son ventre et qui va accoucher d'un nouveau être. C'est ce que je réalisais, c'est le lieu qui m'a choisi. Et là, mon regard change complètement. J'écris beaucoup de poèmes dans le passé, dans le sud, depuis 2004. Et il y a un poème que j'affectionne particulièrement, que je partage avec les amis sur Facebook, qui s'appelle L'âme voilée, qui est un assez long poème, où je décode les différents niveaux de voile sur l'âme. Et le Coran te parle de lifting of the veils. Et j'ai eu l'immense privilège d'avoir été accepté et toléré, le vagabond que je suis, et l'insolent que je suis, d'être toléré, d'avoir été fourni de papier, d'un crayon, et d'avoir été accueilli sur le pupitre de Robert Edouard sur sa chaise, dans un musée, où c'est un monument historique, et on m'a permis de le faire, et j'ai accouché là, de ce poème de l'âme voilée. Et c'est un cadeau que je fais à mon pays, parce que je suis ce que je suis nourri de mon pays, je suis un critique acharné des énergies négatives qui se chuchotent au sein même de mon pays, et je suis aussi celui qui provoque les étincelles pour un regard nouveau, pour des solutions nouvelles, for a new impetus, for a brave new Mauritius. Et j'ai l'immense honneur de pouvoir écrire en toute liberté dans la presse, et avec un regard acerbe, avec un encre très très acide, avec de l'humour noir britannique qu'on ne comprend pas toujours à Maurice, mais que les puissants de cette île ont appris à respecter et à se remettre en question, et très souvent à réincarner leur posture pour incorporer les différents registres que je leur offre. Et ça a été un grand bonheur pour moi depuis que je suis retourné à Maurice de Londres il y a à peine 3 ou 4 ans. Et c'est là que j'ai compris que dans le véridique, que dans l'acharnement noble se situe un statut de chevalier de lumière. Et les chevaliers de lumière, c'est au niveau de l'énergie. Et sur ce registre, tu parlais de l'énergie, et j'ai fait ma thèse doctorale et ma recherche doctorale sur l'énergie, et j'ai fait un cadeau à mon pays. J'étais le premier à offrir des modèles mathématiques pour modéliser l'énergie électrique au niveau résidentiel, commercial et industriel il y a 25 ans de cela. D'ailleurs, ma thèse n'a pas été publiée pour d'autres raisons politiques et raisons de bourse aussi. Parce qu'à l'époque, les bourses étaient pour des petits copains, donc ma bourse doctorale était restée dans un tiroir du gouvernement. Mais j'ai quand même offert la thèse à mon pays. Je l'ai offert, et jusqu'à aujourd'hui, chaque 5 ans, je prépare une thèse doctorale que j'offre à des universités en cadeau. Et ça m'a appris une leçon que jamais je paierai pour m'enregistrer pour avoir un titre de docteur. Je ferai des recherches au niveau doctoral comme une offrande à mon pays. Et au-delà de cela, comme une offrande à la nature humaine, comme une offrande à l'humanité. Et j'ai été professeur d'université, je refuse le titre de professeur, je refuse les titres en soi, et c'est là où je rejoins, si tu veux, les maîtres grecs. Et c'était une image que je conserve depuis le cycle primaire de mon éducation, où je voyais Socrate et Platon assis sous quelquefois un poirier, ou je ne sais pas quel arbre, et dans simplement ce qu'on appelle un ihram chez les pèlerins musulmans à la Mecque, drapé pareil dans un simple apparat blanc, de tissu blanc de quelques mètres à peine, et enseignant la haute sphère de la connaissance à 4 ou 5
disciple, si tu veux. Et je suis dans ce registre maintenant de maître et disciple. Dans ce registre où le maître est détruit et remis en question par le disciple, ou que le maître devient disciple, pour que le maître devienne maître de ses défauts et maître de son aveuglement. Et c'est là où, divinement et énergétiquement, il sera offert un porte-clés sans clé, parce qu'il n'y aura point de porte pour ce maître. Il n'y aura point de porte. Je dis toujours aux gens, si vous êtes vraiment libre dans votre esprit, dans votre âme, et dans votre pensée, et dans votre vision dans l'avenir, vous serez intemporel dans votre vision, et vous n'aurez point besoin de clé. Parce que l'univers ne pointera aucune porte sur votre parcours. Donc pas de porte, pas de clé. Et vous serez vraiment libre. Et les grands maîtres de l'univers, les grands maîtres de l'humanité ont été ceux qui n'ont pas eu de porte ni de fenêtre. D'où l'image où tu verras toujours Rumi en train d'enseigner, ou Shams en train d'enseigner en plein air, Plato et Socrate en train d'enseigner en plein air. Ça n'a jamais été sur un socle académique universitaire ou des instituts de recherche ou des clichés où tu emprisonnes la pensée, où tu emprisonnes les idées ou les postures. Et quand je parle d'énergie, donc, pour répondre à ta question, ça revient à chaque fois dans ce registre particulier où il n'y a pas de porte ou de fenêtre. Donc, pour moi, ça n'est que l'énergie est sine qua non du mouvement. Et je disais à quelqu'un, à une de mes amies qui est docteur en lettres de l'Angleterre, qui est un des grands conseillers de l'île Maurice, dans un ministère quelconque, je lui disais, observe quelqu'un, un snake charmer en Inde. La musique, c'est pour la galerie, pour avoir des sous pour vivre. C'est pour entertain la galerie. Le cobra tueur n'entend pas la musique. Le cobra tueur suit le mouvement. Le moment où tu te focalises sur la musique et que tu oublies le mouvement, tu te feras mordre mentalement. Alors, c'est dans l'élégance du mouvement où se situe la technique pour apprivoiser l'inconnu, pour apprivoiser le danger et pour apprivoiser, si tu veux, l'obscurantisme. C'est dans le mouvement. Et le mouvement, pour moi, c'est l'énergie. Tu ne peux pas parler d'énergie si tu ne parles pas du cosmique, de l'énergie intraplanétaire, extraplanétaire, de l'énergie à travers les races, à travers les différentes species, à travers... On n'a même pas 1% de la connaissance de l'océanographie. On ne sait même pas ce qui existe sous les océans. Alors, le peu qu'on connaît, c'est une énergie qui est ce qu'on appelle un bundled reality. It is a specific reality. Et moi, je travaille sur le unbounded reality. Et l'énergie, dans ce sens, te permet de transcender les espaces, de transcender les temps, de transcender les pensées. Et là, j'ai une conscience de quelque chose qui se passe. Je suis presque certain que les maîtres des différents âges se communiquent entre eux. Et donc, j'ai une autre définition de l'énergie, c'est la transmission et la retransmission du savoir, de la réalité. Et c'est là, je pense, une autre définition de la religion. Et quand le Coran te parle de la proximité du divin, de ta veine jugulaire, c'est ça la définition en fait. C'est que tu es dans une chaîne de transmission, et là où tu fais un pèlerinage en plein jour, en pleine nuit, à tous les stades de ta vie, pour en fait réduire l'écart qui existe entre les différentes réalités d'énergie, entre les différents spécimens, entre les différents âges, afin de compresser tout ça avec l'informatique, avec l'échange au niveau réel dont j'ai parlé avant, pour maintenant redéfinir notre réalité, c'est-à-dire que tu peux vivre dans différents mondes, dans différents états, dans différents registres et dans différents modes de pensée, que ce soit littéraire, scientifique, culturel dont tu me parlais, donc tu as un brassage absolument fabuleux, et donc tu peux presque t'autoproclamer que tu vis dans un temps qui n'a pas de limite, qui n'a aucune limite. Tu peux te réinventer au Moyen-Âge, tu peux te réinventer dans le futur, tu peux te réinventer au présent, mais avec des registres qui sont complètement hors du temps et hors de l'espace. Et pour moi,
C'est ça la vraie définition de l'énergie. C'est quand tu exploses la matière et l'antimatière, quand tu exploses l'énergie quantique, quand tu exploses l'énergie physique, quand tu exploses la biologie, quand tu exploses la génétique, quand tu exploses toutes ces choses qui sont dans l'infinitésimal, mais qui sont gigantesques en termes de leur implication. Et le plus grand problème, c'est que la philosophie et la spiritualité n'ont pas encore pris l'envergure des implications. Et donc, le grand problème actuellement pour moi, pour l'humanité tout entier, c'est le fait que tu dois vraiment faire un effort très très sérieux, que ce soit au niveau de la recherche ou de la pensée fondamentale, pour faire une synthèse, une symbiose entre cette autre fracture maintenant, où la spiritualité est figée, la religion est figée, l'idéologie est figée, et par contre la science et le mysticisme ne l'est pas. Alors, d'où le fait que tu as une forme d'ambiguïté dans la jeunesse actuelle, où ils ne se retrouvent pas, la jeunesse, elle ne se retrouve nulle part, et qui est une bonne chose aussi, c'est-à-dire qu'il réincarne, la jeunesse réincarne cette fracture et cette manque de synchronicité. Et là, je crois, moi-même y compris, après 25 ans de carrière dans l'énergie, je me remets complètement en question. C'est une remise en question dans ce sens que il me faut d'autres outils, il me faut flirter avec d'autres registres pour avoir d'autres concepts d'énergie. Et très souvent, ça passe par tout simplement s'allonger nu sur la plage à minuit, sous les étoiles, pour pouvoir élancer mon corps vers d'autres dimensions et pour pouvoir être enlacé avec d'autres énergies, d'autres personnes, d'autres âmes. Et tu sais, j'écris un livre sur Suliac, pas un livre physique, pas un livre géographique, j'écris un livre qui s'intitule Odyssée des âmes de négritude, où je palpe les énergies vivantes, présent, passé, futur, je les palpe pour pouvoir saisir le langage, la linguistique de l'âme, et pour pouvoir fouiller dans mon registre à moi, linguistique, scientifique ou pas, ou existentiel ou mystique, pour pouvoir le traduire sur du papier. Que tu as ressenti plus particulièrement à Suac qu'ailleurs. Mais comme je t'ai dit, ailleurs, j'ai passé beaucoup de mon temps, jusqu'à récemment, jusqu'à 2010, beaucoup de mon temps à Stonehenge. Je suis un grand amoureux des vieilles cathédrales du Moyen-Âge. Je suis parti à Bourges, à Chartres, que j'aime beaucoup, à Bourges, la cathédrale de Wells, W-E-L-L-S, en Angleterre, qui est sublime, une cathédrale du Moyen-Âge, du 9e siècle. Et je visite très souvent aussi les cimetières où tu as des tombes du 7e, 8e et 9e siècle. Et je vois des choses miraculeuses. J'ai vu des cygnes blanches, des white swans qui sont venus vers moi dans une mer du Sud, près de Dorset, pendant le Ramadan, pendant que je jeûnais. Et j'avais un gâteau que j'ai dû partager avec 10 ou 15 white swans qui venaient de la mer, que j'ai partagé comme ça, qu'ils venaient tout près de moi. Et j'ai vu un immense soleil orange se coucher. Alors j'ai vécu des moments sublimes et j'ai passé mon temps à être tout simplement une vulgaire éponge d'énergie finalement, encore une fois. Et je me sers de l'écriture comme un échappatoire parce que très souvent, il n'était pas possible de partager viva voce avec des gens. C'est trop intense et c'est trop complexe et c'est trop abstrait, c'est trop tout à la fois. Tout à la fois, et même pendant que tu parles et que tu enregistres tes émotions, les énergies changent. Donc tu passes ton temps à pourchasser les énergies parce que toi-même tu es comme un bouillon de culture énergétique, comme un laboratoire énergétique. Tu es toi-même en transmutation en temps réel. Et j'ai passé beaucoup de mon temps dans ces endroits comme cela, et où je vais aussi à la rencontre des âmes invisibles, où je vais aussi ce qu'on appelle vulgairement la rencontre du petit peuple. Et je suis extrêmement comblé qu'à Suliac, que j'ai des amis qui sont illettrés, les gens qui ne savent pas lire ni écrire, mais les gens avec qui je converse soul to soul. Et ils ont infiniment plus de choses à me dire que le petit Robert. Et je suis heureux d'avoir voyagé au fil du temps et de l'espace, au fil des 3 dernières années de ma vie,
partout et ailleurs, en Afrique, comme tu sais, où j'ai passé 7 ans de ma vie, où j'ai mené une bataille avec mes amis de l'ANC, où j'ai eu l'immense plaisir d'être au bureau du président en 94, 95, 96. On a développé, on a inventé de rien du tout un plan Marshall pour ne pas faire sombrer l'Afrique du Sud, encore une fois au Moyen-Âge, dans cette brutalité tribale. Et je puise dans tout cela pour pouvoir maintenant m'élever au-delà de tout. Parce que finalement, tu vas vers le néant. Et c'est dans le néant que tu réinventes toute l'universalité des choses, des grandes choses. C'est quand tu vas dans l'infime que tu vois le grand, que tu vois l'infini. C'est dans l'infime que se situe l'infini. C'est dans l'infime que se situe l'infini. Mais l'ingénierie de l'infime implique une connaissance vaste qui t'est transmise. Il y a beaucoup de connaissances que j'ignore encore d'où ça vient. Je ne l'ai jamais appris, je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais été enseigné, mais je le sais tout simplement, et je le sais avec une précision effrayante. Quand je l'écris, mes amis et mes complices affirment que c'est de la pensée contemplative, que c'est des réflexions contemplatives, et que dès que je retourne terre à terre ou que je nage sous l'eau à gris-gris, je réalise que ce sont des écrits qui sont d'ailleurs, qui ne sont pas de moi. Et donc, je suis moi-même enseigné par mes écrits, donc mes écrits deviennent mes pédagogues, deviennent mes mentors, deviennent mes critiques, deviennent mes complices, deviennent mes parasites, deviennent les protecteurs aussi de mes rêves. Et donc, dans ce registre, je te dirais tout simplement que le Sud de Maurice, j'ai parlé dans mon livre, je ne vais pas terminer, mais j'ai parlé de... Tu sais, c'est une chronique, donc j'ai des short stories comme Maupassant, et comme Byron aussi. Je parle aussi d'un sous-titre qui s'appelle L'océan linguiste, l'océan trait d'union linguiste, où je décode le langage de l'océan. Et les djinns qui s'y promènent sur les crêtes des vagues, je parle de cela aussi, au Jardin Telfair. Où en plein ramadan, je me suis senti entouré. Le dernier jour du ramadan où je rompais le jeûne, je me suis entouré, je n'étais pas solitaire, j'étais dans une horde d'énergie. Et c'était aussi limpide et c'était aussi réel. Quand je te parle, quand je te vois. Et finalement, je me dis que je suis bien né, je suis là où je devrais être. Et je réalise que c'est divin, parce que ce n'est pas un cadeau matériel, c'est un cadeau existentiel. Finalement, le divin a mis aucun espace. Alors là, aucun espace, parce que j'ai été entraîné, forgé comme du vulgaire métal, forgé dans le feu pendant des décennies, à voir comment inventer une passerelle entre la côte sud que j'adore, où je traîne avec mon chien, et c'est une vie de chien. Et j'invente une passerelle parce que j'ai réalisé que Dieu a mis aucun écart entre moi et le pôle sud. Il n'y a aucune terre, aucun minéral entre moi et le pôle sud. Il n'y a que des vagues, il n'y a que de l'énergie. Il n'y a rien. De là où je suis, dans mon salon, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien entre moi et le pôle sud. Rien du tout. Et si je continue vers l'autre côté, je me retrouvais au pôle nord. Et je me dis, je suis là où je devais être. Et quand je regarde, le dernier point de repère que je vois de Suliac, c'est le cimetière de Suliac. Donc je suis de plus en plus reminded que ashes to ashes, dust to dust. Mais it is from the ashes that you create smoke, it is from the smoke that jinns and angels have been created. Donc ashes is creation, smoke is creation. Donc je suis en pleine créativité parce que face à un cimetière, je suis frappé de plein fouet par la création. Et je vais visiter souvent le cimetière de Suliac et je suis jaloux de Robert Boisvert et d'autres grandes personnes de l'île Maurice parce que leurs cendres sont mélangées au sable et le sable est caressé et flirté et absolument pétri par les vagues incessantes et cette énergie incessante qui vient du pôle sud. Pour celui qui puisse recueillir les voix du passé, qui puisse entendre le présent, quel est le rêve de cette personne pour le futur? Le rêve, c'est de vivre dans l'éternel. Et tu
tu atteindras le statut de l'éternel, de l'immortel. De l'immortel, mais j'ai bien dit l'éternel avant et l'immortel. Parce que dans l'écriture est immortelle. L'écriture est immortelle. Et c'est dans la mémoire de l'humanité que tu deviens éternel. Et j'aimerais bien que c'est comme de l'or qui dans le feu ardent se purifie. Et je disais à des amis proches de moi que c'est dans l'or purifié que tu trouveras l'appétit des meilleurs joailliers du monde. Parce que ne t'attends pas à trouver la même forme, mais certainement attends-toi à trouver le même volume. L'or ne perd pas de volume quand il perd ses impuretés. Mais elle change de forme, et c'est en cela que scintille le rêve des joailliers. Alors, mon rêve pour l'avenir, c'est que mes contemporains qui sont moins jeunes et moins fous et moins audacieux que moi puissent être les joailliers, si tu veux, de l'or que j'offre de plein gré dans un feu qui sera éternel. Et c'est bien dans l'enfer que se situe le parfum du paradis. Et plus concrètement, par rapport à l'île Maurice, quels seraient tes souhaits pour le futur? Le souhait, c'est que tu aies un passage au-delà de l'égoïsme, au-delà de l'égocentrisme et au-delà du religieux mercenaire, au-delà du faux idéologue, au-delà du faux prêcheur, au-delà du faux humaniste, au-delà du faux citoyen aussi. Un des cancers de l'île Maurice, c'est que tu as des faux citoyens, tu as des faux humanistes et tu as des faux amants de l'île Maurice. Les amants sont animés par le feu de la passion. Et je souhaite que l'île Maurice s'embrase dans les feux de la passion, mais une passion positiviste, une passion idéaliste et une passion qui est ancrée dans l'âme des constructeurs, dans l'âme de ceux qui osent, mais ceux qui osent pour autrui. Et que dans ce registre, ils y trouvent leur compte parce que autrui, c'est le souhait de tous ceux et celles qui se sacrifient sur l'autel de l'humanité tout entière. Et le Coran te dit, le croyant est celui et celle que si une parcelle de l'humanité souffre, il ne peut pas acquérir la sérénité, il ne peut pas acquérir ce bien-être qu'il recherche. Et donc, je souhaite pour mon pays qu'on partage nos souffrances, on partage notre bien-être, et surtout que la génération après moi goûtera au grand privilège que mon pays et ceux qui la dirigent et qui la modèlent m'offrent à moi personnellement, à Sadek, c'est la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de conscience. Mais il y a un prix. Le prix, c'est que je n'ai jamais violé mon intégrité, je n'ai jamais violé l'amour que j'ai pour ma patrie et l'amour que j'ai pour les amis de ma patrie et les ennemis de ma patrie. C'est à travers l'amour que je le porte, et à travers la générosité de l'esprit et de l'âme que je leur offre à ces ennemis de ma patrie, qu'ils se remettent en question, et en cela se situe le salut de ma patrie. Merci Sadek pour ces propos très éclairants. C'est moi qui te remercie.